j'ai commencé mon côté plus académique avec les sciences sociales. J'aimais beaucoup comprendre l'humain, comprendre la société. Ça m'a mené vers l'administration des affaires, puis comprendre comment ça peut être utile dans les entreprises, dans comment on organisait l'économie. Pendant ce temps-là, j'ai travaillé en administration au ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. J'ai travaillé en gestion de programmes et de projets dans les équipes de design en innovation technologique. Et puis dans les 2 dernières années, j'ai quitté le Québec pour aller faire ma maîtrise en gestion d'organisation innovante en Autriche. Il y avait vraiment un focus sur qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre l'organisation innovante, pour puiser dans sa créativité, répondre à des nouveaux problèmes. Puis je me suis spécialisé en transition socio-écologique. Je m'intéressais pas juste à ce moment-là à comment on fait des nouvelles solutions qui ont du succès pour les marchés puis qui s'adoptent, mais aussi comment on répond à des problèmes sociaux, environnementaux, fondamentaux. Comment on rend le monde meilleur, puis ça passe pas tout le temps par les marchés. C'est un peu le mix de tout ça qui crée ma perspective en ce moment. Beaucoup d'études empiriques qui étudient la crise écologique, entre autres. Il y a toutes sortes de limites à ce qu'on peut faire à notre planète. On a les changements climatiques, on a l'eutrophication des cours d'eau, toutes sortes d'affaires compliquées, l'acidification des océans, la perte de biodiversité. Puis ça détruit vraiment la fondation de notre société et de notre économie. Ce sont des choses qui nous font vivre. Puis on réalise que c'est très difficile de créer quelque chose, d'avoir une activité économique sans avoir un impact. Il va falloir changer certains des objectifs qu'on a dans le développement durable. On ne pourra pas constamment chercher le profit, puis chercher la croissance économique, puis espérer répondre à nos enjeux environnementaux. C'est là que la perspective de transition socio-écologique rentre en jeu. On essaie de créer un monde qui n'est pas juste un peu moins pire au niveau de l'environnement, mais qui est assez, qui est soutenable, puis qui va être juste idéalement. Puis ça va vraiment te demander de repenser l'économie, repenser les incitatifs, repenser qu'est-ce qui est profitable. Vraiment engagé vers la création de ce monde-là plus durable et juste. C'est pas juste des innovations technologiques, c'est des nouvelles manières de faire, des nouvelles cultures qui sont incubées à faire des nouveaux récits, des nouvelles compétences. La grosse particularité qu'elle a du côté de transition, c'est qu'elle essaie pas juste de réduire ses impacts dans la limite de ce qui est profitable, qu'elle vise vraiment à changer le monde, fait qu'à influencer les marchés, à influencer les institutions, à influencer son secteur, ses partenaires, ses consommateurs pour que le monde devienne viable, pas juste l'entreprise. Climat 2025 qu'on a appris comme une auto, d'ailleurs, en fait, une annonce, j'avais trouvé ça super intéressant, qui ont exprimé l'intention de devenir, je sais pas exactement comment ils le phrasaient, là, de devenir une fiducie d'utilité sociale ou de transférer de leur actif vers une fiducie d'utilité sociale. Puis, de ce que j'en comprends, ça imbriquerait vraiment une vocation sociale et environnementale, un genre d'énoncé de valeurs là, qu'ils doivent définir, mais par le droit vers l'organisation. Donc, elle aurait plus le droit d'optimiser d'autres choses que cet objectif-là, ou du moins, pas nécessairement de l'optimiser, mais au moins d'y répondre. Donc, s'ils veulent mutualiser les véhicules, le transport, le démocratiser, etc., puis que c'est ça leur mission, ben, si faire plus d'argent implique moins bien faire ça, il y aurait potentiellement un juge qui pourrait s'en mêler et dire « Ah, on peut pas faire ça ». Je pense que c'est super inspirant. C'est une manière très directe puis, qui utilise les véhicules qu'on a là, avec le droit pour vraiment s'assurer que l'organisation a une vocation sociale. Puis, ouais, j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qui en sort, si ça peut être un exemple, si ça se passe bien. Mais ça me semble très prometteur comme idée, en tout cas. Imaginons une entreprise quand même avec une bonne volonté qui veut réduire ses impacts environnementaux, puis qui va peut-être avec une approche de cycle de vie du produit, ce qui est un truc qu'on pousse de plus en plus autour de l'économie circulaire pour des bonnes raisons. Je dis n'importe quoi. J'invente une entreprise qui fait des éponges. Okay? Elle fait des éponges en plastique, elle les vend, puis bon, ça sert à nettoyer, c'est important que ça soit propre dans la maison, notre vaisselle. Puis imaginons qu'elle innove, elle arrive à travailler son matériau qu'elle utilise pour les éponges pour avoir des matériaux biologiques à l'intérieur, puis faire en sorte qu'il y a moins de plastique, par exemple. Disons qu'il y a 75% du plastique d'avant dans les nouvelles éponges. Okay? Donc, on pourrait juste mesurer ça et dire, wow, énorme progrès, cette entreprise-là utilise moins de plastique. Mais ça finit pas là. Comme je disais plus tôt, les impacts écologiques ne sont pas au niveau de l'entreprise, ils sont au niveau de la société.
Si le consommateur vert aime tellement cette éponge-là qu'on commence à acheter plus d'éponges, qu'on jette plus d'éponges, qu'on est moins, on se sent moins coupable de jeter notre éponge avant qu'elle soit vraiment dégueulasse, mettons. Puis ça fait qu'on augmente ce qu'il y a aux poubelles. D'une manière cumulative totale, ça serait super possible qu'on augmente la pollution de plastique ou qu'elle revienne égale à. C'est ça un des gros défis autour, comme pour rendre plus concrète la perspective de transition, mais c'est que les impacts ne peuvent pas juste être mesurés au niveau de l'organisation, ils doivent être mesurés au niveau de la société. Il n'y a pas une entreprise ou une pratique durable dans une société qui ne l'est pas. Fait que le défi, c'est de rendre le tout durable. C'est pas facile, mais voilà. Sans ça, il y a clairement des incohérences, même si on essaie de rendre le monde circulaire, right? Un cause l'un qui cause l'autre. Puis il y a des points d'intervention un peu partout. Quand on regarde en ce moment nos structures, notre culture, nos normes, il y a énormément d'inéquité globale et à l'intérieur des nations. On a une crise écologique. On est comme un peu dépendant de ce système-là qu'on a créé. Puis même quand on le suit par les règles, puis qu'on fait on semble faire la bonne chose, ça crée ça. Ce que je vois autour de moi, comme les organisations qui prennent vraiment sur eux la responsabilité de faire des efforts transformateurs, ça vient d'une reconnaissance individuelle de notre responsabilité envers la vie. C'est cette conviction-là qui fait que les gens visent vraiment à changer des choses autour d'eux autres puis à faire des efforts transformateurs. Les gens qui ont déjà commencé à avoir cette perspective-là gagnent souvent à faire des espaces où est-ce qu'ils peuvent partager sur comment faire, sur des bonnes pratiques. Ils peuvent gagner la motivation entre eux de continuer à travailler vers ce projet-là. Ils peuvent sensibiliser des gens. Ils peuvent faire un effort on parlait plutôt dans les choix de consommation, mais également dans des plus gros choix personnels comme le travail, avec qui on s'entoure, où est-ce qu'on met son temps dans son temps libre. Puis les gens qui réussissent à trouver du sens là-dedans, c'est ceux qui s'épuisent pas à le faire, puis ceux, d'après moi, qui ont le potentiel de partager cette énergie-là vers d'autres gens. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent être faites. Fait que ça va être un peu plus d'une curiosité personnelle. Je pense que je vais répondre à ça. J'avais parlé plutôt d'une espèce d'expérience d'apprentissage comme transformationnelle là, qui fait que les gens comme gagnent vraiment du sens dans ce qu'ils ont envie de faire, puis qui commencent à changer leur pratique au niveau de pratique personnelle, de quoi ils parlent, où est-ce qu'ils veulent travailler, etc. Euh, Mon mémoire m'a amené à voir justement de ces communautés-là qu'on a parlé plus tôt, puis je voyais que beaucoup de ces gens-là très motivés. Clairement que ça prend une motivation incroyable là, pour surmonter les défis que c'est d'essayer de changer le statu quo. Euh, le font suite à des gros moments de réflexion, où est-ce qu'il y a eu, là aussi, il y a eu un environnement vraiment travaillé autour d'eux autres pour que ça les pousse à se poser des questions importantes. Ça leur pousse à se poser des questions sur le sens de leur vie. Ça se pousse à se poser des questions sur qu'est-ce qui t'a rendu heureux, qu'est-ce qui sont vraiment tes valeurs profondes. Puis on trouve que quand les gens arrivent vraiment à se poser ces questions-là, puis à décompartimentaliser, puis à pas juste penser qui je suis au travail, qui je suis avec mon groupe d'amis, qui je suis dans mes temps libres, puis qu'on se montre à dire, genre, en tant qu'humain, qu'est-ce que je veux faire, en quoi je vois de la valeur. C'est là qu'on voit ce genre de transformation-là, qu'on voit que les gens gagnent une motivation intrinsèque. Puis comme on disait plutôt aussi, être entouré d'un groupe qui partage ces idées-là, c'est bien sûr très encourageant. Fait que peut-être c'est un truc que j'aimerais plus voir, la création de ces espaces-là, de ces temps-là où les gens peuvent échanger, trouvent le courage puis la force d'être eux-mêmes, de se poser des questions importantes, de se permettre de se sentir puis de partager puis de co-créer des nouvelles histoires, des espoirs dans le futur. Puis